tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente. On part sur un FAQ qui sera vraiment ciblé sur les vlogwins, sur mon voyage en Nouvelle-Orléans, Louisiane, et puis la suite du voyage au Texas. Alors je sais que vous avez énormément de questions concernant un petit peu plus ma vie privée, des questions sur les enfants, sur ma santé mentale, sur plein d'autres domaines de ma vie et sur toute cette année qui s'est écoulée. Cette vidéo-là, je vous la ferai un tout petit peu plus tard, avec vraiment des questions qui seront plus générales sur un peu l'ensemble finalement de ma vie. Mais aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus, on va vraiment se focaliser là-dessus parce que vous aviez énormément de questions. J'avais vu dans les commentaires sous les vlogwins beaucoup de questions relatives au voyage et sur d'autres sujets aussi, donc on va aborder tout ça aujourd'hui. Le bilan, les amis, commençons tout de suite par le bilan de ces vlogwins. Vous avez été très nombreux sur Instagram à me poser des questions là-dessus. Quel est finalement mon ressenti à la fin de ce mois incroyable. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. On discute souvent ensemble et puis c'est facile pour moi justement de recueillir des petites questions, des petites choses comme ça. Donc je vous mets mon compte Instagram juste ici. Les vlogwins. Alors j'y suis allée avec beaucoup d'appréhension pour plusieurs raisons. De 1, la charge de travail. Je sais ce que c'est. Je poste des vlogs chaque semaine, mais donc je sais que ça demande une certaine charge de travail et surtout énormément de rigueur. Donc je me suis dit, Jill, est-ce que tu as vraiment envie de t'infliger ça durant la plus grosse période de l'année pour toi? Ma haute saison, c'est octobre, novembre, décembre. Ce sont mes 3 plus gros mois de l'année. Et donc quand j'en ai parlé à Simon, il m'a dit, Jill, fin d'année l'année dernière, rappelle-toi, début décembre, ton médecin traitant t'a diagnostiqué un début de burn-out. Es-tu vraiment sûr de vouloir aller sur un sentier qui est quand même encore assez fragile? C'est vrai que ma santé mentale est encore un petit peu fragile par rapport à ça. J'ai eu d'ailleurs une année 2024 qui a été quand même très compliquée émotionnellement parlant, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Mais j'avais envie de me lancer ce challenge et surtout je savais que durant ce mois d'octobre, j'allais vivre des choses incroyables grâce à ce fameux voyage aux États-Unis. Tout d'abord en Nouvelle-Orléans et en Louisiane et puis ensuite au Texas avec les enfants. Donc je savais que j'allais avoir des trucs très cool à filmer. Et c'était ça ma deuxième inquiétude avant de commencer les vlogwins. Moi j'ai l'exemple de Léna Situation avec ses vlogs d'août. Chaque jour est absolument incroyable. Il se passe toujours des trucs de fou. Léna a une vie extraordinaire. Elle est invitée à de nombreux événements. Elle a une bande de potes incroyables avec laquelle elle vit des aventures absolument dingues. Elle est beaucoup plus jeune que moi, donc forcément elle a un quotidien qui est vachement plus cool. Je parle vraiment d'un point de vue, je le compare avec ma vie de mère de famille de 4 enfants. Voilà, elle a cette liberté aussi de pouvoir faire un petit peu ce qu'elle veut quand elle en a envie. Et donc mon inquiétude c'était de savoir, est-ce que je vais être aussi intéressante qu'une Léna Situation? Est-ce que je vais avoir des choses intéressantes à montrer chaque jour? Est-ce que ça va pas être boring de regarder des vidéos sur ma chaîne tous les jours? Et finalement, en fait je me suis dit, Jill, tu sais quoi, te prends pas la tête, montre ton quotidien tel qu'il est. Il y a des jours qui sont plus calmes, il y a des jours qui sont plus mouvementés, où il se passe plus de choses, et puis il y aura ce voyage aux États-Unis, donc voilà, fais ton truc et on verra bien. Et finalement, vous avez été extrêmement nombreux au rendez-vous. Quand on voit mon nombre de vues par vidéo par rapport à mon nombre d'abonnés, qui n'est pas très grand sur YouTube, sur cette chaîne, on est un peu plus de 300 000, ça reste une toute petite chaîne YouTube par rapport à d'autres grands noms. Et finalement, quand je vois les vues qu'on a fait, franchement, truc de dingue. Quand j'ai pu lire aussi vos nombreux commentaires et le fait que vous aviez vraiment l'impression d'être dans une safe place, que c'était votre moment bien-être, avec plein d'amour, de joie de votre journée, ça m'a fait super plaisir parce que c'est ça que j'avais envie de faire transparaître à travers ces vlogs. Alors c'est pas facile évidemment parce que 15 minutes de vidéo ne représentent pas la totalité d'une journée. Je sélectionne et je filme minutieusement des moments de vie qui me semblent intéressants, qui me semblent aussi solaires, bienveillants. Je vais pas vous filmer les moments où je m'engueule avec Bernard, ni les moments où je m'engueule avec les gosses parce qu'ils font des conneries. Ça n'a pas grand intérêt et j'ai surtout envie de vous montrer un contenu, comme je le dis souvent, qui est rempli de soleil et de bonne humeur. Et donc ça demande un œil, ça demande d'avoir une perception de la journée et de savoir comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette journée ensemble soit la plus chouette pour vous à regarder. Mon ego avait envie de tout faire toute seule. Je voulais m'occuper des montages, de tout. Je voulais vraiment, en fait, je sais pas pourquoi j'avais ce besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable, moi aussi, même en étant mère de famille, de 4 enfants et chef d'entreprise, de faire des vlogs chaque jour comme d'autres créatrices de contenu. Et Simon m'a dit, Jill, personne n'a envie que tu sois en dépression d'ici à un mois, c'est déjà un petit peu, tu marches déjà un petit peu sur des œufs, donc soyons quand même prudents. Je vais m'occuper sur une certaine partie du mois des montages et on
va te trouver quelqu'un pour nous aider quand tu seras aux États-Unis et quand on sera ensemble au Texas. Alors pourquoi est-ce que Rémi, mon monteur habituel, n'a pas monté les vlogs? Et moi? Tout simplement parce que Rémi était en congé. Au mois d'octobre, et j'ai eu la chance de recevoir un mail d'Eva qui m'a proposé de travailler comme monteuse. Ça a super bien matché entre nous et finalement on a décidé de bosser ensemble sur les Vlogwin et c'était trop chouette. Je pense qu'elle a elle aussi vraiment bien aimé l'expérience puisqu'elle m'a proposé de retravailler sur les vlogs du mois de décembre. Car oui, il y aura des vlogs au mois de décembre. Alors je sais pas encore à quelle fréquence, en tout cas beaucoup plus que d'habitude. On partira peut-être sur 3 jours semaine parce que j'ai finalement adoré cette expérience des vlogs. J'ai trouvé ça très très chouette à faire. J'ai néanmoins évidemment respecté les envies aussi des enfants de ne pas être filmés à certains moments. Vous avez pu le voir, hein, James est un petit peu moins présent dans les vlogs, tout simplement parce qu'il rentre dans un âge où les moqueries fusent quand même un petit peu aussi à l'école et qu'il a pas spécialement envie de se montrer à certains moments de la journée, notamment le matin quand il a les cheveux ébouriffés et les yeux gonflés de son gros dodo. Il a pas envie que je le filme, je ne le filme pas, je respecte ça, Bella aussi à certains moments de la journée. Donc voilà, je fais vraiment en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde. Jude a été extraordinaire en petit guide. Lui aussi, parfois, il avait pas envie d'avoir ce rôle de guide. On enlevait tout simplement le bob voyageur et je respectais ces moments de calme. Et comme je le disais juste avant, 15 minutes de vlog, ça ne représente pas toute une journée. Il y a énormément de moments qui ne sont tout simplement pas filmés et où on profite en famille de chaque instant. Ou moi, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, où j'étais en train de bosser sur d'autres choses, sur d'autres contenus, sur les contenus Silent Hill. Donc je ne suis pas tout le temps en train de vlogger toute la journée, je n'envoie pas plus de 8 heures de rush à ma monteuse. Elle a reçu à chaque fois, je dirais, environ une grosse heure de rush et qu'elle transforme en un contenu divertissant sur 15, 20, parfois 25 minutes, parfois vraiment une demi-heure si on avait beaucoup de choses sur la journée et que c'était un petit peu plus long en termes de rush. Mais oui, je pense que grand maximum, j'envoie 2 heures, quelque chose comme ça, au total sur la journée. Donc voilà. On va marquer une courte pause durant ce petit FAQ pour passer un petit moment bien-être, un petit moment ASMR visuel. Si vous aimez ce genre de choses et que vous avez envie de vous relaxer, regardez, écoutez, je prends ma voix de relaxation pour vous faire ce petit moment de bonheur. Alors, avant toute chose, c'est une collaboration avec la marque Yepoda, une marque de K-Beauty, avec des produits absolument extraordinaires que j'utilise maintenant depuis de nombreux mois. Alors aujourd'hui, on va utiliser des produits qui vont vraiment venir nous apporter un maximum de confort et d'éclat dans le visage. Ce sont les Yepoda Single Weeks et sur le site, vous allez retrouver des promotions allant jusqu'à moins 35%. Donc de quoi vous faire largement plaisir. Alors ce qui est super important dans la K-Beauty, avec tous ces produits qui sont d'ailleurs fabriqués en Corée, j'ai même pu aller visiter un petit peu plus tôt en 2024 l'usine de fabrication de Yepoda avec les créateurs de la marque et je peux vous le dire, c'était un moment absolument unique et fabuleux. Donc ce qui est très important déjà dans la K-Beauty, c'est ce qu'on appelle le double cleansing, le double nettoyage. Alors on va le faire avec le Calm Balm tout d'abord si on veut venir vraiment démaquiller et nettoyer en profondeur la peau. Et puis on va utiliser le Bubble Double. Ça c'est un produit que j'adore et qui ne me quitte jamais parce qu'il amène cette petite mousse absolument incroyable qui fait énormément de bien sur le visage. La sensorialité du produit est absolument extraordinaire. On va ensuite venir appliquer The Mist Have. C'est un produit que j'ai également en petit format qu'on peut garder avec soi dans son sac à main parce que quand on a besoin d'un petit peu plus de confort durant sa journée, quand on a besoin d'avoir un peu d'hydratation supplémentaire, eh bien on peut même par-dessus son maquillage venir donner quelques petits coups de spray sur son visage pour retrouver cette sensation de confort. C'est un spray qui va apporter de l'hydratation, qui va revitaliser et qui va vraiment venir relaxer votre visage. Alors comme je viens de rentrer de voyage et qu'il y a un énorme écart de température, ma peau a énormément besoin d'hydratation. Elle en a perdu également durant le voyage en avion avec la clim et tous les endroits où on avait de la clim aux États-Unis. Donc je vais vraiment venir la nourrir en profondeur pour venir revitaliser, donner de l'éclat et réduire les poches sous les yeux. Je vais utiliser The Depuff Eyes Presso. Ce sont des petits patchs
que vous allez venir appliquer sous l'œil. Vous allez les laisser poser durant 15 à 20 minutes, le temps de prendre par exemple un bon bain, lire quelques pages d'un bouquin, regarder votre série préférée, vous laissez un moment de relaxation et votre me time, votre moment vraiment pour vous, et puis ensuite vous allez les retirer. Je vais également venir appliquer sur mon visage de Sea Boost Hero. Vous pouvez l'utiliser en journée, mais également le soir, comme ici, on est en fin de journée, je vais l'utiliser à ce moment-ci. On va vraiment venir donner énormément d'éclat au visage avec ce sérum à base de vitamine C qui va vraiment venir le revitaliser, lui apporter cet éclat et qui est également anti-âge. Si vous avez besoin de réparer votre peau, de l'hydrater, d'avoir également un anti-âge, vous pouvez la mélanger comme je le fais avec The Repair Hero. C'est également un sérum à base de probiotiques, de niacinamide et qui va vraiment vous apporter tout le confort qui est nécessaire. Et puis ensuite, on va terminer avec The Midnight Magic, la crème de nuit riche, hydratante, qui va venir apporter tout le confort nécessaire à la peau et qui est également anti-âge. Alors la bonne nouvelle également, si vous avez envie de faire quand même attention à l'environnement, c'est que la plupart des produits de chez Yepoda sont rechargeables. Je pense par exemple au Mist Have avec des petites pochettes comme ceci, ou bien avec le Midnight Magic, la crème de nuit dont je vous parlais. Et bien justement, vous pouvez venir recharger vos produits avec des petites pochettes qui en plus sont biodégradables, donc c'est vraiment le top du top. Voilà, je vous ai tout montré. Je vous le répète, en ce moment, il y a des promotions sur le site de Yepoda allant jusqu'à moins 35%, donc n'hésitez pas. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Faites-vous plaisir, testez les produits. Et je peux vous le dire, les tester, c'est les adopter et surtout, c'est tomber amoureux d'eux. Pourquoi partir à nouveau aux États-Unis et plus précisément en Nouvelle-Orléans, Louisiane et au Texas? Eh bien tout simplement parce que les États-Unis, c'est un de mes pays coup de cœur en tant que touriste. Je répondrai à une autre question un petit peu plus tard parce que vous m'avez aussi demandé si j'aimerais y vivre et la réponse est non. Mais vous découvrirez pourquoi après. Mais en tant que touriste, j'adore. Alors l'année dernière, j'avais pu faire la côte nord-est des États-Unis avec Gaël. On a créé du contenu pour la chaîne Silent Jill là-bas. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce qu'on avait fait ensemble, on a été visiter Salem, on a vu la vraie maison du film Conjuring, on a fait plein de trucs absolument incroyables. Et donc la vidéo est disponible sur ma chaîne Silent Jill. Et cette année, eh bien c'était Océane, mon invité d'honneur. Et j'avais envie de découvrir la Nouvelle-Orléans et la Louisiane parce que ce sont des terres qui sont extrêmement chargées d'histoire, tout comme l'est le nord-est des États-Unis. Ici, c'est une histoire très sombre parce qu'on est quand même sur des terres qui ont vraiment vécu de manière absolument abominable et atroce l'esclavage. Je savais qu'on allait vivre des choses vraiment intenses et que d'un point de vue historique, il y avait vraiment pas mal de points très intéressants à aborder. Tout d'abord, je voulais faire une enquête à la plantation Myrtle. La plantation Myrtle est dans le top 10 des endroits les plus hantés des États-Unis. Et puis en y réfléchissant un petit peu plus profondément et surtout en ayant des discussions avec Océane, on s'est dit que finalement, faire une vidéo uniquement sur la plantation Myrtle, c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui reste quand même vraiment très tendu et que deux blanches privilégiées qui vont faire une enquête paranormale et appeler les fantômes sur une plantation où il y a eu de l'esclavagisme, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc on a abandonné cette idée-là et on a fait une première vidéo avec plein d'endroits qu'on a visités à la Nouvelle-Orléans, en campagne un petit peu plus du côté de la Louisiane, et on a fait une vidéo avec plusieurs enquêtes qui s'entremêlent les unes les autres et qui finalement donnent une vidéo absolument incroyable qui est disponible sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Et il y aura une autre vidéo qui sortira le 17 novembre où là on parlera un petit peu de manière plus globale sur la Nouvelle-Orléans et la Louisiane avec tous les mythes et légendes qui accompagnent évidemment ces parties-là des États-Unis. Le Texas, eh bien j'avais jamais fait le Texas et c'est la première fois que les enfants allaient aux États-Unis. C'était vraiment leur rêve d'y aller. Je pense que encore aujourd'hui, on grandit avec des films américains qui nous donnent vraiment envie d'aller sur place. Il y a cette vie à l'américaine qui donne vraiment envie et les enfants rêvaient de ça. Donc c'était mon cadeau pour eux cette année, c'était de les emmener là-bas et surtout de les emmener vivre la magie d'Halloween aux États-Unis. J'ai la chance d'avoir un couple d'amis qui vit au Texas
dans la banlieue de Dallas, Candice et Charlie. Alors vous m'avez demandé aussi, mais qui est Candice? Candice, c'est une de mes amies d'enfance, elle était avec moi à l'école en secondaire. On a fait une année ensemble à Gatti-de-Gamont. Et on s'est un petit peu perdu de vue par la suite et puis on s'est retrouvés. Candice était là lorsque je me suis mariée à Las Vegas avec mon premier mari, père de mes 3 enfants, Bella June, James et Jude. Charlie et Candice étaient là-bas. Elle s'est mariée avec un Américain et elle vit aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Et donc on avait envie de leur rendre visite et c'était chouette du coup de pouvoir célébrer Halloween avec eux dans leur quartier et d'être vraiment plongé comme un véritable Américain, une véritable Américaine dans la magie d'Halloween. Et pour les enfants, je trouve que le Texas, c'était vraiment l'endroit idéal aussi pour être plongé au cœur de l'Amérique avec les cowboys. Ils allaient découvrir les États-Unis comme ils se l'imaginent et à différents moments de l'histoire, avec justement cette partie des cowboys, avec les États-Unis plus modernes et les grosses villas à l'américaine telles qu'on les voit dans les films. Donc ils allaient vraiment pouvoir découvrir un petit peu tout ça et ils ont évidemment absolument adoré l'entièreté de leur voyage. Qu'as-tu préféré de ton voyage au Texas? Alors cette année encore, on a décidé de travailler avec Évasion USA. Alors il y a une partie qui était en collaboration, c'était la partie Nouvelle-Orléans et Louisiane. Donc là j'étais vraiment en tant qu'ambassadrice pour eux et on a travaillé ensemble sur de la création de contenu. Et puis j'ai vraiment eu cette casquette de cliente sur la partie du Texas puisque j'ai réservé, booké, payé mon voyage au Texas avec eux, tout simplement parce que je trouve qu'ils font un travail absolument extraordinaire, que je n'ai rien à redire sur toute l'organisation du voyage. Vous le savez, avec les petits roadbooks et tout ça qui sont super beaux, super bien faits. Et quand je pars avec les enfants, ou même si je partais seule, je le ferais avec eux parce que, en fait, vous partez vraiment l'esprit léger, tout est géré, tout est indiqué dans le roadbook, les réservations des hôtels, les vols, la voiture de location. On peut vraiment choisir quel itinéraire on a envie de faire. Eux peuvent nous proposer des idées. Il y a plein d'endroits qui sont indiqués aussi dans les roadbooks, avec les restaurants qu'on a envie de faire, les lieux de visite qu'on peut faire. Ils peuvent même déjà booker des tickets de visite à l'avance. On avait déjà pu tester leur service quand on avait fait l'année dernière notre gros voyage dans l'Ouest américain avec Gaël et Dan. Et franchement, à chaque fois que j'irai aux États-Unis, je repartirai avec eux. C'est juste impeccable. Alors il y a peut-être 1 ou 2 hôtels où on était un petit peu moins content de l'hôtel, mais mis à part ça, tout avait été respecté dans nos demandes, dans notre budget aussi, parce que là aussi, vous pouvez partir vraiment selon votre budget. Donc ça, c'est vraiment top. Alors s'il y a une ville que j'ai particulièrement aimée au Texas, la première, ce serait San Antonio, parce que j'ai trouvé que c'était magnifique. C'est la petite Venise texane. C'est super beau, il y a plein de chouettes petites boutiques. Il y a cette ambiance aussi très mexicaine que j'ai adorée là-bas. Ensuite, je pense que Dallas, j'ai vraiment bien aimé Dallas et Austin. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai vraiment tout aimé. Bandera, il y avait un petit peu moins de choses à faire. On n'était pas dans une haute saison, donc il y avait un petit peu moins d'activités. Il y avait des activités qu'on pouvait pas non plus faire avec tout le monde parce que, par exemple, faire du cheval, c'était pas possible avec Charlie. Jude, il est encore un peu petit aussi, il a jamais fait d'équitation, donc c'était un peu touchy. Donc Bandera, peut-être qu'en fait y aller simplement une journée, ça aurait été amplement suffisant, mais c'était aussi l'occasion de décompresser un petit peu et c'est ce qu'on a fait finalement là-bas. C'était un petit peu plus cool parce qu'on avait beaucoup de visites et on a énormément marché dans les grandes villes qu'on a visitées et donc forcément voilà, des petits moments un petit peu plus calmes étaient nécessaires et nous ont fait aussi beaucoup de bien. Dernière partie du voyage, c'était Dallas et les alentours de Dallas, mais là on était en collaboration rémunérée avec Airbnb qui nous avait proposé de faire une collab ici en Belgique, mais on leur a dit mais les gars on part aux États-Unis, est-ce que ce serait pas mieux à ce moment-là de faire une collab là-bas sur un Airbnb à Dallas? Et ils ont tout de suite accepté, donc on a pu louer cette maison absolument extraordinaire grâce à eux et c'était très chouette. Comment as-tu pu gérer ta peur en avion? Alors avant de partir en Thaïlande, au mois de juillet, j'ai suivi des coachings avec une coach spécialisée en gestion de la peur en avion. Et pas n'importe quel coach, puisqu'il s'agit d'une ancienne hôtesse de l'air Air France, qui a travaillé pendant plus de 20 ans chez Air France et qui aujourd'hui est devenue coach. Ça a été déjà un élément de confiance très important pour moi. Parce que parler de ma peur en avion avec ma psy ou avec un coach de vie quelconque en gestion du stress et des angoisses, c'était pas suffisant pour moi. Il fallait
fallait vraiment quelqu'un qui s'y connaît parfaitement dans l'aviation. Et qui d'autre qu'une ancienne hôtesse de l'air qui en plus a des années et des années de carrière derrière elle. Et c'est ça que j'ai adoré durant ces coachings, c'est qu'on allait vraiment ensemble regarder des aspects très techniques de l'avion. À quoi correspondent les différents bruits? Quelles sont les différentes étapes du décollage, de l'atterrissage, du vol en vitesse de croisière? Comment appréhender certains moments? Comment repérer certains signes aussi chez les hôtesses de l'air? Pouvoir se rassurer aussi par rapport à ce qu'elles font. Et en fait, avoir tous ces éléments très techniques et très carrés, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui je voyage sans stress et sans peur? La réponse est non, mais ça elle me l'avait dit aussi, ça met parfois des années avant de pouvoir vraiment voyager comme si on était finalement en train de faire un trajet en voiture. Ce qui est important, je pense, c'est surtout la manière dont j'appréhende aujourd'hui le fait d'aller en avion. En fait, là où ça a vraiment été positif, c'est ma façon d'appréhender un voyage futur. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne stresse plus 10 jours à l'avance, mais 24 heures à l'avance. Et surtout, mes réactions dans l'avion, par exemple au moment des turbulences, vont être beaucoup mieux gérées aujourd'hui. Il y a quelques mois encore, à la moindre petite turbulence, aussi petite soit-elle, je me mettais à pleurer, je partais dans des crises d'angoisse absolument terrifiantes. Aujourd'hui, je prends sur moi, j'ai peur pendant les turbulences, je suis pas à mon aise, mais voilà, je me répète certaines phrases que ma coach m'a données, je me répète inlassablement que les turbulences ne peuvent pas créer un crash d'avion, un avion ne peut pas tomber, même si les turbulences sont vraiment très très fortes. La seule chose qui est dangereuse dans un avion, c'est de ne pas être attaché. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne me détache jamais de l'avion, uniquement si je dois vite aller faire un petit tour aux toilettes, mais sinon, je reste toujours attachée dans l'avion, et ça me rassure aussi, parce que je me dis, voilà, si jamais il y a une turbulence qui n'était pas prévue, je risque pas de voler au plafond, de me cogner la tête, et d'avoir des sérieux soucis de santé par rapport à ça. Mais je suis pas à mon aise, je n'arrive toujours pas encore à manger dans l'avion, mais ça, je sais que ça fait partie aussi de la phobie de l'avion. En fait, notre cerveau ne parvient pas à manger puisqu'il est dans un état d'hypervigilance et de stress vraiment très profond, que manger, ça fait partie d'un moment positif de la journée, c'est de la récompense, et que l'un ne va pas avec l'autre, et donc le cerveau empêche de manger pour pouvoir rester justement dans cet état de stress. Et on conseille justement de, malgré ça, se forcer à manger des choses qu'on aime bien. Ma coach, par exemple, elle me disait de prendre des petits bonbons, des petits chocolats que j'aime bien manger dans mon quotidien pour avoir ces petites choses qui viennent m'apaiser et me calmer dans des moments de stress dans l'avion. Donc j'avais un petit bonbon belge qui s'appelle des chocotoffs, que j'adore. Je peux en manger par dizaines. Et j'avais des petits chocotoffs dans mon sac, et dès que je suis stressée, je mange un petit chocotoff. Mais manger vraiment un plat, ça me stresse encore de trop, et ça, j'y arrive pas encore pour l'instant. Mais je vois vraiment une énorme différence dans ma gestion du stress dans l'avion, et ça, c'est vraiment super. Surtout quand je voyage avec les enfants, je dois vraiment aussi montrer l'exemple. Donc si vous avez besoin d'une coach, c'est pas du tout une publicité, elle ne sait même pas que je parle d'elle aujourd'hui, mais je vous mets dans la description de cette vidéo ces informations, parce que je sais que ça peut être utile vraiment à beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Ah, on va rester sur le thème de l'aviation et cette question, qui évidemment est revenue à plusieurs reprises. Jill, as-tu conscience de l'impact écologique de voyager en avion, de ton empreinte carbone? C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Alors je vais être totalement sincère et honnête avec vous, je continuerai à voyager en avion. En tout cas pour les voyages en famille et les beaux grands voyages, c'est un point sur lequel je ne ferai pas de concession. Voilà, comme ça c'est dit. Alors bien évidemment, pour les trajets qui sont plus courts et qui peuvent par exemple se faire en train, je vais bien évidemment privilégier d'autres moyens de transport comme le train ou la voiture. Il y a certains derniers voyages de presse par exemple que j'ai fait en France où j'ai pris la peine de prendre le train pendant parfois plus de 6 heures pour aller à une destination, mais je ne vais pas m'empêcher de découvrir le monde, et je ne vais pas empêcher mes enfants de découvrir le monde. Et donc oui, je continuerai à faire des beaux voyages en famille, sur des destinations qui sont lointaines, où je n'ai pas d'autre choix que de prendre l'avion, puisque malheureusement, je n'ai pas non plus la possibilité de faire 10 jours de bateau avant d'arriver quelque part. Mais oui, je suis consciente, bien évidemment, de cet impact. Je mets plein de choses en place dans mon quotidien concernant l'écologie. Je fais des efforts dans plein d'autres domaines. Mais voilà, le voyage et la découverte du monde, c'est quelque chose où je ne ferai pas de concessions. Mais par exemple, je vous donne un bête exemple, mais sur le retour, on a fait Dallas-Paris. Et puis on pouvait faire Paris-Bruxelles en avion, mais on a
pris la décision de faire Paris-Bruxelles en train au lieu de reprendre un avion. De toute façon, je déteste prendre l'avion, donc c'est pas comme si c'était une partie de plaisir pour moi, hein, les amis. Si je pouvais voyager en un claquement de doigts, ou bien si je pouvais, avec un bateau, aller très rapidement dans un autre pays, même si, on va pas se le cacher, le bateau c'est une catastrophe écologique aussi, hein, donc il n'y a pas vraiment finalement de bonne solution. La seule bonne solution, c'est de ne plus voyager, ce que je ne ferai pas. Donc voilà. Ah, la fameuse question, pourrais-tu déménager et partir vivre avec ta famille aux États-Unis? Alors la réponse est non, et pour plusieurs raisons. Alors voyons tout d'abord les points positifs des États-Unis, tout de même, hein. Ce que moi j'adore aux États-Unis, c'est déjà les paysages. Dans de nombreuses régions, les paysages sont à couper le souffle. J'adore conduire aux États-Unis parce que les routes sont super larges, tu as de la place partout, que tu respires, que tu n'as pas l'impression d'être les uns sur les autres, comme ici en Belgique. Et d'un point de vue aussi activité, je prends exemple sur la banlieue de Dallas, vous avez toujours absolument toutes les activités possibles et imaginables qui se trouvent à 5 minutes de chez vous. À chaque fois, des gros quartiers avec plein d'activités à faire, des malls, des machins, des cinémas, des trampolines parcs et des trucs et des... Bref, les enfants ne peuvent pas s'ennuyer aux États-Unis. Alors vous allez me dire, bah ici non plus, sauf que moi, dès que je veux faire une activité avec mes enfants, je dois me taper 1 heure de route minimum avant de tomber sur un endroit qui est un peu sympa. Donc chiant. Là-bas, tout est à portée de main, tout est près de chez vous. Vous voulez faire vos courses, il y a tout ce que vous voulez dans les alentours de votre maison. Vous voulez faire des activités, c'est pareil. Vous avez envie d'être dans des quartiers plus calmes, il y a quand même plein de choses à faire. Vous avez envie d'aller dans une grande ville et dans le centre-ville, il y a 1 milliard de trucs à faire. Donc il y a ce côté très divertissement qui est absolument super aux États-Unis. Il y a le côté aussi souriant, avenant, sympathique des Américains qui discutent tout de suite avec vous et qui sont très chouettes, mais c'est un peu aussi à double tranchant, et ça on en parlera dans les points négatifs. Quels sont donc ces fameux points négatifs? La première chose, c'est le port d'armes et les accidents liés aux armes à feu aux États-Unis. Pour rien au monde, je ne voudrais déménager dans un pays où je mettrais potentiellement mes enfants en danger. Je ne voudrais pas, en tant que mère de famille, déposer mes enfants à l'école en ayant peur, potentiellement avoir un coup de téléphone et d'apprendre qu'il y a eu une fusillade dans l'école de mes enfants. C'est quelque chose qui est absolument terrifiant et atroce. Pour moi, le port d'armes devrait être totalement interdit aux États-Unis, même si je trouve qu'il y a des points positifs dans la détention d'armes. Avoir une arme à feu chez soi. Bien évidemment, avec des règles de sécurité extrêmement strictes, comme par exemple un coffre-fort dans lequel l'arme doit se trouver, que les enfants ne puissent évidemment jamais, au grand jamais, avoir accès aux armes, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'accidents à cause de ça aussi aux États-Unis, avec des enfants qui, sans le faire exprès, vont tirer sur quelqu'un dans la maison parce qu'ils ont eu accès au flingue de papa qui était caché sous l'oreiller. Ça, c'est dramatique, bien évidemment. Par contre, pour sa propre sécurité, je vais pas vous le cacher, moi je trouve pas ça une mauvaise idée. Quand on sait que dans certains états des États-Unis, comme par exemple le Texas, on discutait de ça justement avec un ancien policier qui détenait une armurerie dans laquelle on a été voir un peu à quoi ça ressemblait à Bandera justement. On a discuté pendant très longtemps avec les 2 vendeurs, dont cet ancien flic, qui nous expliquait qu'aux États-Unis, si quelqu'un rentre dans ta maison, vous avez légalement le droit de l'abattre dans votre propriété. Là aussi, c'est un peu à double tranchant, parce que si t'as cru que ton facteur c'était un mec qui venait te buter et que t'as tué ton facteur, juste parce qu'il est rentré dans ton jardin parce qu'il voulait te déposer un colis Amazon, c'est pas ouf non plus. Mais par contre, moi, en tant que mère de famille, seule à la maison, parfois avec mes 4 enfants, Simon est au foot le soir, j'ai des mecs qui débarquent ici dans ma maison, qui veulent faire un homejacking. Ah bah j'ai le droit de rien faire en fait. Oui, j'ai le droit de me battre à armes égales. Avec des hommes qui rentrent dans ma maison. Voilà. Y a pas d'armes égales à ce moment-là, hein. Donc il y a des trucs sur lesquels je trouve que ça va pas du tout. Ici en Belgique, si quelqu'un rentre dans ta baraque et te veut du mal, mais en tout cas, non, y vivre avec ce qu'on connaît des drames qui se passent aux États-Unis, c'est pas ouf. Après, les États-Unis restent quand même aussi relativement chers, et si on veut manger correctement, ça reste aussi quelque chose d'assez problématique, puisque tous les aliments qui sont bons pour la santé, qui sont frais, qui sont bio, coûtent évidemment beaucoup d'argent. Il est bien plus facile de mal manger aux États-Unis et de manger des fast-food pour pas grand-chose. D'ailleurs, on en reviendra quand on parlera un peu des prix du voyage. Et puis il y a aussi toute cette problématique sur les soins de santé, l'accès aux soins de santé là-bas qui est... il faut prendre des assurances qui coûtent
une balle, enfin, j'ose même pas imaginer à combien ça me reviendrait de payer des assurances pour l'ensemble de la famille ici. Je pense que ce serait juste exorbitant comme montant. Et si on n'a pas un taf aux États-Unis qui paye pour nous les assurances médicales, c'est compliqué. Je parlais du côté avenant et très souriant des Américains. C'est un petit peu à double tranchant parce qu'en discutant avec des gens qui y vivent depuis pas mal de temps, on se rend compte aussi que dans les gros quartiers à l'américaine qui nous font tant rêver, bien souvent, les femmes particulièrement vivent un petit peu un enfer. Ce sont des femmes au foyer qui ont des maris qui gagnent très bien leur vie et qui n'ont pas grand chose à faire de leur journée à part critiquer leurs voisines et leurs amis de quartier. On discutait avec une femme suisse, mariée à un Américain, expatriée aux États-Unis depuis de nombreuses années. Elle avait tout simplement envie de se tirer une balle, de vivre là-bas. Elle nous expliquait que ça n'arrêtait pas de raconter des trucs dans le dos des unes et des autres et qu'il n'y avait pas réellement cette vraie sympathie et qu'en gros, elle nous expliquait qu'on n'a pas vraiment des vrais amis aux États-Unis, c'est un peu tout le temps dans le faux semblant, dans le paraître, dans le show-off. Ils adorent montrer leur grande maison, leur grosse voiture. Et c'est qui aura la plus grosse maison, qui aura la plus grosse voiture. Il y a un peu cette surenchère de qu'est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce que j'ai dans ma vie. Et en même temps, là aussi, c'est un point positif. Parce que la réussite fait rêver aux États-Unis et les gens sont fiers de la réussite des autres, même s'ils aiment bien se comparer un peu les uns aux autres. Mais il n'y a pas, comme on a en France, et un peu moins en Belgique, mais surtout en France, il n'y a pas cette haine exacerbée des gens qui réussissent leur vie et des gens qui gagnent bien leur vie. Et de l'argent de manière générale. L'argent, pour les Français, je sais pas ce que vous avez avec l'argent, les gars, mais vous avez un gros souci avec ça. En tout cas, bon nombre de Français. Vous ne supportez pas que les gens gagnent bien leur vie, vous ne supportez pas que les gens réussissent leur vie, c'est problématique, quoi. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, c'est un gros souci. J'ai pas l'impression qu'on ait vraiment ça en Belgique, ou en tout cas à moindre mesure. Aux États-Unis, alors pas du tout. Si t'as un super bon salaire, s'il te plaît, dis-le à tout le monde, parce que tout le monde sera super fier de toi si tu gagnes vraiment un max de thunes. Et il y a cette réussite, il y a le fait de faire des bonnes études, de bien réussir sa vie qui est un peu encensée, un peu trop aussi à mon goût. Donc voilà, la balance, elle fait toujours un peu de positif, un peu de négatif, un peu de positif, un peu de négatif. Et puis elle fait aussi que dès que tu vas dans un restaurant, dès que tu vas dans un magasin, tu sais pas vraiment si les serveurs, les vendeurs sont gentils parce qu'ils sont gentils ou tout simplement s'ils ont envie d'un super tips à la fin de leur service avec toi. Je préfère quand même avoir des gens, même s'ils sont un peu faux cul, je préfère quand même avoir des gens qui sont souriants, avenants et sympathiques plutôt que d'avoir une serveuse qui tire la gueule jusque par terre quand elle vient t'amener ton assiette à table, ce qui arrive bien trop souvent malheureusement chez nous, surtout en France et en Belgique. On va continuer avec la question de l'argent puisqu'on va parler de budget pour un voyage aux États-Unis. Vous donner une fourchette, je peux le faire, je peux vous dire combien notre voyage a coûté, je m'en fous. Pour les 2 semaines au Texas, on est sur un budget pour une famille de 6 personnes aux environs, pour tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a eu, on tourne aux environs de 10 à 15 000 euros pour 2 semaines. Combien ? Voilà, c'est un prix qui est gigantissime, mais on est nombreux, les avions coûtent cher, les repas coûtent vraiment très très cher, et puis ça va dépendre aussi des hôtels que vous avez envie de faire, des endroits où vous avez envie d'aller, des activités que vous allez faire avec vos enfants, de ce que vous allez acheter sur place, est-ce que vous allez faire du shopping, pas du shopping, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Est-ce que vous pouvez partir pour beaucoup moins cher aux États-Unis? Oui, bien évidemment. Vous pouvez choisir un avion qui a plus d'escales, qui va durer plus longtemps en termes de vol, mais qui va coûter moins cher. Nous, on a choisi des vols plus chers, avec des très bonnes compagnies aériennes, où il y avait juste une escale. Ça coûte beaucoup plus cher. Est-ce que vous avez envie de louer un énorme véhicule comme on l'a fait, ou est-ce que vous avez envie d'utiliser les transports en commun, le train, le bus? Là aussi, ça va faire une énorme différence dans le budget de votre voyage. Est-ce que vous avez envie de loger dans des motels, des petits boui-boui, ou est-ce que vous avez quand même envie d'aller dans des hôtels plus sympas, voire des hôtels encore plus haut de gamme? Nous, on a à chaque fois choisi du moyen de gamme, voire un tout petit peu plus haut de gamme, mais pas non plus des palaces, on n'a pas logé dans des hôtels qui coûtent une véritable fortune. Et puis aussi pour la nourriture, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez prendre un Airbnb et cuisiner vous-même, aller faire votre shopping? Ou est-ce que vous allez, comme nous, pendant 2 semaines, manger matin, midi et soir à l'extérieur? Là aussi, ça coûte super cher. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Selon vos envies et vos moyens, vous avez totalement la possibilité de partir aux États-Unis pour un budget, en tout cas, qui est beaucoup moins élevé que le nôtre. Si vous êtes 2, ça va pas coûter pareil que nous qui sommes 6. On s'entend bien. Est-ce que l'ambiance était électrique en ce moment aux États-Unis à cause des élections? Non.
On n'a absolument pas senti d'animosité ou que ce soit pendant qu'on était là-bas. Alors on était quand même sur des terres très trumpistes, hein, on va pas se le cacher. On voyait beaucoup de maisons avec des panneaux Make America Great Again, Vote for Trump. Fake news. Il y avait beaucoup de gens qui votaient pour Trump. Alors c'est assez marrant parce qu'ils adorent dire pour qui ils votent et ils vont vraiment le montrer très fort devant leur maison avec des pancartes, des affiches, des t-shirts, des casquettes pour montrer pour qui est-ce qu'ils votent. Donc non, là l'ambiance n'était pas du tout électrique, en tout cas on l'a pas ressenti. Je pense que c'est surtout après les résultats des élections que là potentiellement ça pourrait être la merde, hein, tout simplement. Voilà. Comment va le dos de James? Eh bien déjà merci beaucoup de demander, ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'ensemble des Vlogwin, premier jour où sont arrivés au Texas Simon et les enfants, James et Jude voulaient absolument tester une attraction dans un petit parc d'attractions qui se trouve sur une plage et ils voulaient faire l'équivalent d'un petit splash, beaucoup plus petit que ceux qu'on a l'habitude de voir dans nos gros parcs d'attractions ou d'autres qu'on peut retrouver aux États-Unis. Là c'était un peu plus une fête foraine quoi, c'était un mini splash. Lors de la première descente, James s'est fait mal au dos. Ils ont eu cette très mauvaise idée de sortir de l'attraction, James et Jude, hein, et donc on les a retrouvés en train de hurler à la mort sur le rail de sécurité, avec tout le staff qui est parti dans tous les sens, bref, l'angoisse absolue. Aujourd'hui, son dos va beaucoup mieux, il a eu mal encore pendant quelques jours quand il faisait certains mouvements. Aujourd'hui, il a plus du tout mal, donc ce sera pas nécessaire d'aller faire un bilan chez le médecin et une radio de son dos, parce qu'il ne s'en plaint absolument plus. Comment gérer l'organisation avec des enfants pour un tel voyage? Eh bien, comme je vous le disais, on a pris le parti d'aller manger à l'extérieur matin, midi et soir, même si mon portefeuille ne me remercie pas. Mais c'était ce qu'on avait décidé parce qu'on n'avait pas envie de se casser la tête à cuisiner. Donc forcément, on a très mal mangé pendant 2 semaines. Alors pas mal mangé dans le sens où c'était pas bon. Non, tout était absolument délicieux. On a juste très mal mangé pour notre santé et là, on est tous à la diète à base de légumes et autres produits bio. Pour essayer de se refaire un foie qui va très mal hein, à la suite de ces 2 semaines, enfin 3 semaines pour moi. Mon foie est au bord de la mort, je peux vous le dire. Mais niveau organisation, pour une famille recomposée, première chose, très important, comme ça je vous file déjà aussi quelques petits conseils, vous devez bien évidemment avoir des autorisations de quitter le territoire pour vos enfants de l'autre parent. Donc moi j'avais demandé à Loïc de me faire des autorisations à la commune ici en Belgique pour que les enfants puissent quitter le territoire et rentrer sur le territoire américain. Mais comme je n'étais pas là quand ils sont arrivés aux États-Unis, c'était Simon qui était avec eux, seul au charme avec les 4 enfants, j'avais moi aussi fait des autorisations de voyage pour que Simon puisse voyager et partir en avion avec eux. Vous devez avoir un visa pour partir aux États-Unis, ça s'appelle un ESTA, vous les avez sur le site du gouvernement américain. Attention de ne pas aller sur des sites frauduleux, il en existe, méfiez-vous, vous devez uniquement aller sur le site officiel du gouvernement américain. Ça coûte combien les ESTA 15 balles par personne, 15 $ par personne, un truc comme ça. Il faut en faire pour chaque membre de la famille, vous pouvez faire une demande groupée sur le site, ce qui est plus facile, comme ça vous rajoutez chaque membre de la famille dans votre visa. Vous devez simplement expliquer la raison du voyage, donner l'endroit. Donc même si vous faites un road trip, vous allez noter le premier lieu d'arrêt, votre premier hôtel, le numéro de téléphone de l'hôtel. Si vous avez un contact aux États-Unis, si vous n'avez pas de contact aux États-Unis, n'hésitez pas à mettre le numéro de l'hôtel dans lequel vous allez aller pour le premier stop ou celui dans lequel vous allez rester durant tout votre voyage. L'organisation des bagages. Alors comme on était beaucoup et qu'en plus on faisait un road trip, on pouvait pas se permettre de partir chacun avec une grosse valise. Donc les enfants ont eu des sacs adaptés à leur taille, Bella un plus grand sac, James un moyen, Jude un plus petit, et ce qu'on a fait c'est qu'on a simplement été laver notre linge durant notre road trip. Partout aux États-Unis vous allez trouver des wasserettes, je sais pas si ça s'appelle comme ça en France, Simon me dit que ça ne s'appelle pas comme ça en France. Bref, un endroit où il y a des machines à laver et des séchoirs quoi. On a fait ça pour laver les vêtements après quelques jours, et puis comme on était en Airbnb pour la seconde semaine, à ce moment-là on avait une machine et un séchoir à disposition, donc ça nous a permis de faire un roulement de vêtements. En termes d'organisation pour Charlie boit toujours un biberon de lait au lait de chèvre le matin et le soir. On sait plus ou moins combien on tient avec un pot. Donc là, on avait 2 pots pour l'ensemble du voyage. Et pour le restant du voyage, j'ai un peu envie de vous dire que c'était, on voit ce qu'on fait, selon nos envies, selon la météo, selon l'envie aussi des enfants. Parfois, ils nous ont vraiment bien suivis quand on marchait pendant de nombreuses heures dans les villes où on a fait plein de visites. On leur a fait des petites surprises aussi. On les a emmenés faire plein d'activités qu'ils kiffent pour que ce soit quand même un voyage aussi sympa pour eux. Des moments de relaxation avec des moments
également piscine pour eux, pour qu'ils puissent un petit peu aussi souffler et se reposer. On avait à chaque fois 2 chambres. Aux États-Unis, c'est à chaque fois des chambres avec des doubles lits king size, donc très pratique. Bella dormait dans un lit, James et Jude dans un autre, et nous on dormait dans une chambre avec Charlie. On avait à chaque fois des chambres qui soit communiquaient, soit qui étaient proches l'une de l'autre, donc c'était très pratique. Puis les 3 enfants sont déjà assez grands que pour pouvoir se gérer sur une nuit de sommeil, et on était à chaque fois tout près d'eux, donc là-dessus pas de soucis. Et Charlie, le restant du temps, elle a mangé avec nous, hein, donc bah oui, désolé, elle a mangé des frites, des bouts de burger, des chicken nuggets, des pâtes. C'était pas la meilleure alimentation pendant 2 semaines, mais tout au long de l'année, elle mange super bien, des petits légumes bio, jamais de soucis à se faire à ce niveau-là, donc j'ai envie de vous dire, fouille hein, pour 2 semaines, lâchons-nous un peu la grappe. Voilà, le soir, elle dormait dans sa poussette dans le restaurant, même si les restaurants étaient bruyants. On a été dans un endroit où il y avait un band qui jouait. Oui, il y avait de la musique un peu forte. Est-ce qu'elle a subi sa soirée? Absolument pas. La musique était forte, mais elle a dansé, elle s'est amusée, elle a joué avec d'autres enfants. C'était super chouette, donc je pense qu'il faut vraiment savoir un peu souffler, se lâcher la grappe, laisser ses enfants aussi un peu vivre leur vie et reprendre les bonnes habitudes tout simplement quand on rentre de voyage. Pour le sommeil de Charlie, bah, comme je vous le disais, hein, soit elle dormait sur le porte-bébé dans le dos de Simon, soit en poussette, soit dans les moments de voiture où on faisait des trajets. Il y a des moments où elle a pas fait sa sieste, elle s'en est pas portée plus mal, elle était parfois un peu plus fatiguée le soir, mais du coup elle faisait une grosse nuit, et voilà, tout s'est très bien passé. Une autre question qui est revenue, bande de petits curieux, comment ça s'est passé avec Océane? Alors Océane, bon, je la connaissais quand même un minimum, hein, on s'était déjà vu quelques fois, elle est même venue manger ici à la maison avec Olivier, son compagnon. C'est une fille avec qui je m'entends très bien. J'avais, il est vrai, un petit peu d'inquiétude parce que je n'avais jamais été aussi proche d'Océane que j'allais l'être durant ce voyage avec elle. Donc je me demandais aussi comment ça allait se passer avec elle, est-ce qu'elle allait aimer les activités absolument atroces que je lui avais prévues. Il y a certaines nuits où on dormait ensemble dans la même chambre, donc je me suis dit mince, est-ce que ça va pas l'embêter d'être dans la même chambre que moi? Est-ce qu'elle va pas vouloir absolument son intimité? Donc j'avais ces petites appréhensions qui se sont envolées dès les premières heures, parce que Océane est une jeune femme qui est d'une bienveillance, c'est une empathe. Vous n'avez pas idée à quel point elle est empathe. Elle a le cœur sur la main, elle était partante pour tout, même si parfois elle avait super peur. Elle a eu un courage extraordinaire. Et franchement, vous devriez tous aller la féliciter sous ses contenus pour ce qu'elle a fait avec moi, parce qu'elle avait vraiment très peur et elle ressent très fort les choses. Donc oui, avec Océane, ça s'est vraiment magnifiquement bien passé. Je trouve que c'est une très belle personne. J'ai rien à redire sur elle. Ça a été une très belle expérience et j'espère qu'on aura encore l'occasion de faire des choses ensemble, parce que je pense que ça a super bien matché et on a ri aux larmes. Nous n'avons jamais été aussi proches, hein, puisque je lui ai également donné plutôt une petite culotte à moi quand elle s'est fait voler ses culottes par un fantôme. Et puis on a dormi collés l'une à l'autre quand on avait peur le soir, donc j'ai envie de vous dire, plus proche que ça on peut pas faire, vraiment. On était à 2 doigts de se pécho, hein, à ce stade-là, la prochitude était proche. Jill, peux-tu me dire combien coûte une bonne paire de Santiago? Eh bien, sachez mes amis qu'une paire de Santiago, ça peut fameusement grimper dans les prix. Ça dépend bien évidemment des matériaux. Si par exemple vous avez envie d'avoir une horrible paire de Santiago avec de la peau de serpent, ce qui est absolument abominable et cruel, abominable de cruauté, hein, on s'entend bien, même si, voilà, chacun son style et chacun son look, mieux vaut une fausse peau de serpent qu'un vrai. Mais en règle générale, une bonne paire de Santiago s'achète entre 300 à 400 euros, mais ça peut monter. Nous on a vu des Santiago à plus de 2000 euros, hein, ça peut aller vraiment très cher. La mienne a coûté un petit peu moins de 400 euros, mais c'est une très bonne marque, et d'ailleurs j'ai pu le voir puisque en les portant déjà le premier jour, je n'ai pas eu une seule cloche. Gage de qualité bien évidemment, hein, un pied sans cloche est égal à une bonne chaussure. Donc voilà, ça dépend un petit peu du tarif que vous avez envie de mettre dans une paire de Santiago. Quel a été ton plus beau souvenir lors de ce voyage? Le regard rempli d'étoiles de mes enfants à chaque fois qu'on arrivait quelque part. Ça n'a pas de prix, c'est le meilleur souvenir, ça surpasse tous les souvenirs de la Terre. De les voir aussi heureux, aussi impressionnés, émerveillés pour tout ce qu'ils ont fait, et surtout de les voir aussi vraiment traîner les pieds quand on allait repartir en Belgique. Ils avaient tellement envie de rester et de faire encore plein de choses. Ils ont adoré. Je leur ai demandé s'ils avaient préféré le Costa Rica ou bien les États-Unis, étant donné que ce sont les 2 seuls gros voyages qu'on a fait ensemble hors Europe. Ils n'ont jamais été dans d'autres pays avant. Ils savaient pas trop me dire. Ils ont vraiment bien aimé aussi le Costa Rica. On était sur la même ambiance, hein, puisqu'on était avec Candice, Charlie et leurs enfants Landon et Liam. Je pense qu'ils ont
une expérience différente pour chaque voyage, mais ils nous disaient quand même qu'ils avaient vraiment bien aimé les deux. Alors après, ici, aux États-Unis, il y avait énormément de références à des films, à des jeux vidéo, à plein de choses qu'ils connaissent, des vidéos sur les réseaux sociaux, des crash tests de trucs, de machins, des produits dérivés de tel ou tel youtubeur américain, Logan Paul, MrBeast et compagnie. Ils ont passé un très très bon moment. Autre souvenir incroyable, ça a été de faire Halloween finalement avec mes amis. Alors moi j'avais déjà vécu une fête d'Halloween quand j'avais 16 ans et que j'étais là-bas aux États-Unis, mais pas de la même manière. C'était une fête d'Halloween chez un privé dans une maison. J'avais pas fait le tour des maisons déguisées, donc j'ai vraiment pu vivre un véritable Halloween de quartier avec tout le monde qui se balade, qui va faire la tournée des bonbons. Le fait d'être avec les enfants, c'était trop chouette d'être avec nos amis, de le vivre avec Ben et Monique, c'était juste extraordinaire aussi et on a adoré les retrouver là-bas aux États-Unis. C'était juste formidable et j'ai adoré. C'était finalement un peu un rêve d'enfant qui pour moi aussi se réalisait lors de ce voyage et je pense que Simon a aimé. D'ailleurs, qu'est-ce que Simon a pensé de son voyage et si on lui demandait Birns, mon bon vieux Birns. Il est mort. Allez, viens, bougre de bigre. T'as quand même vraiment bronzé à côté de moi, hein, dites, allez, fouille. T'as une bronze barre. J'ai toujours l'air d'un cadavre à côté de toi. Regardez-le, il a pris des couleurs, je reviens blanche comme un linge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme un cul. Oui, plaît-il? Dites-vous commencez à avoir des petits trucs de graisse sur vos yeux. C'est à cause des burgers que j'ai mangé pendant 2 semaines. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du voyage? C'est très bien. C'était pas la première fois que je voyais les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis! Mais très cool. Texas, pas trop comme je l'avais envisagé. Enfin, loin des clichés en fait, je trouve. Enfin, loin des clichés, non. Très cliché Amérique, c'est-à-dire que tout est gros, les véhicules sont gros, les gens sont gros. Et la nourriture rend gros. La nourriture est chère. Néanmoins, si tu gagnes très bien ta vie là-bas, ça reste vachement moins cher de vivre aux États-Unis qu'ici. Parce qu'au Texas, tu ne payes pas d'impôts sur le revenu. Donc, c'est vrai. Tu as des gros revenus. Big si box, big house, big car. Si on était aux States, on serait très bien. On serait mieux qu'ici. On serait mieux qu'ici. Oh que oui, parce que laissez-moi vous dire qu'on se fait bien plumer par les impôts. Si on se fait bien plumer par les impôts, ça veut dire qu'on gagne bien notre vie, donc c'est très bien. Moi je suis content de payer pour les impôts si ça nous permet de vivre confortablement en Belgique avec des soins de santé, des écoles bien faites et fouille les écoles bien faites quand même. Ouais, mais on doit pas payer pour l'école, pas comme les étudiants aux États-Unis qui sortent avec $250 000 de dette. C'est vrai. Voilà. Ouais. Non, c'est très cool. Il faisait bon, même chaud. Les villes qu'on a vues étaient cool. J'ai vraiment bien aimé. L'alcool, c'est pas cool. Oh, l'accent pénible. L'accent pénible. C'est pas son fort, les accents. Si. Ah ouais? Mais si. Comparé à moi? Ouais, non. Non, alors non. Fais-nous ton meilleur accent. Non, je veux pas. Je trouve, par exemple, je parle vraiment bien comme si j'étais un flamand. Un flamand? Voilà, la mixée Bertini, l'accent flamand. Non, c'était très cool. Peut-être que les enfants sont encore un petit peu jeunes pour faire de la ville toute la journée. Ils marchaient pendant des heures. Ouais. Ça les a un peu saoulés parfois. Ça les a un peu saoulés, mais je comprends. Ça me saoulait aussi quand j'étais petit de visiter des villes en vrai. Même si moi j'ai jamais eu la chance de faire des pays étrangers comme ça quand j'étais petit. Mes parents aimaient bien aller visiter des églises, des vignobles, des trucs comme ça en France. Quand j'étais petit, ça me chauffait pas des masses. Tu vois. Je préférais les moments gîte, piscine. Ouais. Donc je comprends parfaitement. Avec des enfants bas âge, c'est facile aussi. Pas mal de toilettes équipées pour ça. Toujours des chaises hautes dans les restos, dans les hôtels. Très souvent, ils ont un lit si tu leur demandes. Donc ça c'est cool. Oui, mais les chaises hautes dans les restaurants, elles sont cracra. Fouille, hein. On passait tout le temps. Voilà. Nos lingettes avec Prenez vos paquets de lingettes avec vous pour nettoyer les toilettes. Les toilettes aussi, peut-être. Pour nettoyer les chaises hautes, parce qu'à chaque fois, elles collaient, elles étaient... Ouais, c'était un peu crade, mais ils en ont. C'est peut-être pas ma partie préférée de ce que j'ai vu aux États-Unis, parce que c'est très difficile de faire mieux que les parcs nationaux aux États-Unis. Quand t'as vu le Grand Canyon, ce genre de trucs, bon, à côté, la ville... Ça reste la ville, c'est cool, j'aime bien les villes. Hein. Mais sans doute pas l'état dans lequel il y a les plus beaux paysages en vrai. Mais c'était très cool de voir ça. Et loin des clichés par contre des cow-boys avec leurs flingues quoi. Mais t'as énormément de restos, de magasins et tout qui te mettent sur la vitre que tu peux pas rentrer avec des armes. Ouais. On en a vu très peu. Les seuls que j'ai vu porter des armes, c'est les mecs de sécurité d'événements privés. Ça m'a fait un peu bizarre parce qu'en Belgique ou en France, voir un type avec un gun qui t'attend à l'entrée de ta boîte de nuit, c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir. Non.
Mais à part ça, j'en ai pas vu et ça m'a un peu étonné. Même si à mon avis, ça doit être plus dans le Texas rural qu'il doit y en avoir, tu vois. Que dans les villes, en vrai, les villes au Texas sont ultra modernes et... Oui, et puis politiquement parlant, elles sont ultra au centre. On pense qu'ils sont super forts républicains, mais je pense que... Si on a quand même vu pas mal de panneaux Trump partout. Hein. Oui, mais pas dans les villes. Non, pas dans les grosses villes. Pas dans les villes. Mais dès qu'on était dans les suburbs et tout ça, c'était Trump à mort. Les suburbs, c'est pas comme ça que ça se dit, non. Les suburbs, pardon. Les suburbs, oui, c'est ce que je dis. Dès que tu quittes la ville, ça devient un petit peu plus trumpiste, mais pas que. Moi, je suis tombée... je vous ai pas raconté dans un des vlogs, mais c'était fou. Je vais faire des courses avec les enfants. Simon était pas avec moi, il était resté... C'est quand j'ai été chercher de la poudre à lessiver au magasin. Et devant le magasin, je vois 2 dames qui sont en train de récolter des sous pour une tombola. Et donc, je vais voir et je demande, tiens, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi et tout, parce que j'aime bien discuter avec les gens, je suis une grande bavarde et je suis une grande pipelette. Et elles me disent, mais on fait une tombola au profit du bureau des pompiers de la ville. Et donc voilà, mais si vous n'êtes pas d'ici, que vous participez pas à la tombola, vous pouvez quand même faire un donation, donner un petit don pour les pompiers. Donc j'ai donné $10 pour les pompiers de la ville. J'ai dit que le papa de mes enfants était un ancien pompier. Et donc elles étaient là, oh, c'est trop cool. Et bref. Et donc je dis, et à quoi gagner avec la tombola? Des guns. Des guns, que des guns. Donc tu participes à une tombola. C'était 10 balles le ticket, $10 le ticket, et tu pouvais potentiellement gagner toutes sortes de Glock, de machins, d'armes de chasse. Non mais t'imagines, une tombola de gun. Aux États-Unis, un iPhone, ça vaut quoi? Ça vaut $1000. C'est moins cher d'acheter un gun qu'un téléphone. Quand je dis $200, c'est pas une blague. Hein. Non. Tu peux t'acheter un petit flingue à main là. Ouais. Clac clac. Tu peux l'acheter pour $200, voire moins si je pense que tu l'achètes en seconde main, tu l'achètes pour beaucoup moins de $200. Ouais, Tout le monde peut se payer un gun aux États-Unis. C'est ça. Allez, merci Bernard, on a assez entendu parler de toi. J'espère en tout cas que cette vidéo, mes chers amis, vous a plu, que j'ai pu répondre aux questions que vous vous posiez. Je vous fais des très très gros bisous. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le premier vlog de cette rentrée post-Vlogwin. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez kiffé et à me suivre si ce n'est pas encore fait. Allez, on augmente cette chaîne, on y va. Bisous. Bernd?